Bonjour! La vidéo de cette semaine, sur le cycle de vidéos sur Ruby, va parler, comme on l'a promis la dernière fois, des structures de données. On avait vu les structures de contrôle, on a vu aussi les types de données atomiques, unitaires. Cette fois-ci, on va regarder des types de données, des types d'objets, beaucoup plus structurés. On verra les hachages, les listes, on va voir les structures, et puis on reviendra aussi sur les ranges qu'on avait évoqués précédemment. Jingle! La première structure de données qu'on va utiliser, c'est une structure de données ordonnée qui s'appelle le array, la liste en français. Et donc on peut par exemple créer, hein, on peut faire la création d'une liste avec une affectation. Donc on prend la variable fruit par exemple dans laquelle on va mettre une liste pomme, banane, orange. L'ordre des éléments de la liste est important. Ce que je n'ai pas exprimé et démontré hein, dans cet exemple, c'est que la liste peut être une liste d'objets hétérogènes. On peut avoir une chaîne de caractères, puis un entier, puis n'importe quel objet, y compris des objets qu'on pourra créer nous-mêmes, y compris des listes elles-mêmes, y compris des dictionnaires de données, des hachages. Donc on va pouvoir faire des structurations de données complexes. On verra en Ruby que la liste et le dictionnaire, le hachage qu'on va voir juste derrière, sont suffisantes pour faire de la sérialisation, désérialisation de données. Ensuite, effectivement, comment accède-t-on aux données d'un array? Donc par exemple, j'ai rentré 3 fruits. Si je veux récupérer le premier élément, il est indexé 0. Il n'est pas indexé 1, il est indexé 0. Si on veut récupérer le dernier élément d'un tableau, on va potentiellement pouvoir le faire avec des mécanismes d'indexation, comme on le voit ici, en utilisant l'index -1 qui fait référence au dernier élément d'un tableau. On pourra aussi utiliser des méthodes du type .first et .last. Et d'ailleurs, en Ruby, on a plutôt tendance à utiliser ces formulations parce qu'on cherche à obtenir quelque chose qui est du domaine du langage naturel et lisible. Et 0, -1, c'est pas explicite, donc on préférera utiliser des méthodes .first, .last. On peut potentiellement faire aussi ce qu'on appelle du slicing. En imaginant un tableau assez grand, on peut utiliser une range pour dire je veux tous les éléments de l'index 0 jusqu'à l'index 1. Et potentiellement pour ça, on va utiliser des ranges qu'on avait déjà vu, hein, qu'on va regarder cette fois-ci de façon encore plus poussée. Pour récupérer un élément, un sous-ensemble d'un tableau. Potentiellement, on pourrait faire, si on avait 5 éléments, on pourrait faire 1 à 3 et on récupérerait les objets indexés 1, 2 et 3. Donc là, on a vu l'accès. On va regarder la modification. Donc la modification va pouvoir venir ajouter un élément à la fin d'un tableau. On va typiquement utiliser l'opérateur double chevron. Alors finalement aussi c'est une méthode, hein. C'est pas un opérateur, c'est une méthode d'un objet liste, un objet array. On pourra pousser, faire la même chose avec un point push. Donc on voit que finalement le double chevron c'est un synonyme, un alias de push. On va pouvoir faire unshift pour aller pousser un élément au début et potentiellement shift pour récupérer un élément au début. On va pouvoir, c'est ce qu'on voit, hein, supprime et retourne le premier élément. On peut faire la même chose avec le dernier élément. On peut faire pop. Donc en fait, on va retrouver toutes les méthodes qu'on va retrouver sur des FIFO, des LIFO, et des queues ou des objets de manipulation de queue. Ce qu'on a vu, hein, c'est qu'on n'utilise pas les structures de contrôle traditionnelles des langages pour venir manipuler, faire des itérations sur un tableau. On va utiliser les méthodes de l'objet array en lui-même, et par exemple .each pour faire une itération sur tous les éléments, .map pour faire des opérations de la modification et renvoyer un nouveau tableau, une nouvelle référence de tableau avec les éléments de tableau modifiés. On va voir quelque chose qui est extrêmement conventionnel dans Ruby, c'est le suffixage d'une méthode avec un point d'exclamation, un bang, comme ça se dit en anglais. Donc dès qu'une méthode, c'est une méthode, on appelle ça des bang méthodes, on vient préciser qu'elle modifie l'objet lui-même. Quand on exécute par exemple map point d'exclamation sur une méthode suffixée avec un point d'exclamation sur un objet, on sait qu'on va modifier l'objet. Attention, là, la ligne map point d'exclamation, elle précise explicitement qu'on vient modifier les éléments du tableau. Par contre, une forme du type fruit.map
sur lequel on vient exécuter sur chaque élément itéré une méthode elle aussi suffixée avec un point d'exclamation, va avoir un effet altérant aussi. Donc il ne suffit pas de regarder si la méthode d'altération et la méthode d'itération est altérante, il faut regarder si dans l'exécution d'une méthode d'itération, il y a la volonté d'altérer les données. Et comme en Ruby, tout est référence, bah, la deuxième forme altère le tableau elle aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut le garder à l'esprit parce que sinon, des fois, on a des mauvaises surprises. Donc on vient de voir les itérations sur les listes, on vient de voir l'ensemble de toutes les opérations possibles sur les listes. Maintenant, on va passer à nos fameux dictionnaires de données, à nos hashages. Et puis bah, la définition d'un hachage, on l'a vu, hein, on peut le faire la forme historique de Ruby avec... alors là, vous avez vu, hein, j'ai fait des clés du type chaîne de caractères, mais on aurait très bien pu utiliser un symbole. Et pour que ce soit équivalent avec ce qu'on a, la forme qui est en dessous, qui est la forme symbolique keyword, puisque vous voyez, au lieu d'avoir 2.name flèche la valeur, on a name 2 points qui correspond à l'affectation d'une association symbole chaîne de caractères ou symbole entier. On voit par contre ici l'hétérogénéité d'un hachage. On voit qu'on a des clés qui contiennent un integer et des clés qui contiennent des strings, des instances de strings. Donc, maintenant, on va préférer la deuxième syntaxe. Et vous l'avez compris, on va préférer utiliser des symboles sous forme de clés. Et quand on fait la syntaxe avec des keywords, c'est-à-dire name 2 points, c'est l'approche keyboard, on va la voir beaucoup plus en détail, hein, cette forme. Bah, ça vient explicitement créer des clés symboliques, d'accord. Et voilà, on évite d'utiliser des clés du type chaîne de caractères. Alors l'accès, bah, au lieu de venir faire de l'indexation sur un entier, on va faire une indexation sur un symbole, si c'est un hash symbolique, ou sur une chaîne de caractères, en gros, on va utiliser ce qui est défini comme clé, comme élément de recherche dans le hachage. Donc personne de .name va me renvoyer Alice, personne de .city me renverrait Paris. La modification, bah, en fait, elle se fait par le même mécanisme, hein, et alors, si on a bien compris, c'est la méthode crochet, et vous le verrez si vous allez regarder la doc, c'est la méthode crochet. Donc le parseur va, quand on va faire crochet ouvrant fermant, en fait, ça va dire au langage d'aller exécuter la méthode crochet ouvrant du langage. Le parseur va faire le reste du travail. Et en gros, on va voir que ça correspond à envoyer le message crochet ouvrant avec des paramètres à l'objet pour lui demander d'exécuter la méthode qui correspond au symbole 2 points crochet ouvrant. C'est encore un peu ambigu ce que je viens de dire, mais je vous encourage à creuser un petit peu de votre côté. Vous verrez cette notion d'exécution par message. On y reviendra plus tard. Donc la modification, on l'a vu. Et puis on peut aussi faire de l'itération. Cette fois-ci, l'avantage, c'est que les méthodes d'itération sur un hachage possèdent deux variables d'itération qui correspondent à la clé et à la valeur. Donc on peut faire une itération dans laquelle on va avoir key, virgule, value et utiliser dans le bloc d'instruction qui est passé en closure à la méthode d'itération ces deux variables qui sont définies sur le scope local du bloc passé en paramètre de closure. Donc affectation, on a vu. On préférera la forme symbolique, on préférera l'utilisation de symboles, la méthode d'accès, elle est assez simple, la méthode de modification, elle est aussi simple et c'est le même principe. Et puis, on a cette approche systématique en Ruby d'utiliser les fonctions d'itération des objets eux-mêmes et non pas les structures de contrôle de boucles traditionnelles. Alors, des structures de données qu'on utilise moins souvent, et moi je vais être franc, je les utilise pratiquement pas, et je n'aime pas OpenStruct parce que je trouve qu'il est trop implicite, mais on va quand même, je me dois de vous les présenter. Donc struct, c'est un objet standard de Ruby, il est présent dans Ruby lui-même, alors qu'OpenStruct, il faut faire un requirement d'une librairie additionnelle, qui est quand même une librairie standard, mais additionnelle, c'est-à-dire qu'on doit faire le chargement explicite d'une librairie. On va voir comment on fait dans quelques secondes. Bon, en gros, le principe, c'est de faire des objets du type struct qui permettent de gérer un objet plus structuré. Moi, j'utilise des hashages. J'utilise des hashages parce que la sérialisation des sérialisations, elle est plus directe. Quand on va faire de la désérialisation JSON ou YAML,
ça va générer des structures de hachage, de nesting, de hachage imbriqué, ou de listes de hachage, ou des éléments composites de listes et de hachage, plutôt que d'avoir à faire de la sérialisation sur des objets de mapping spécifiques avec des structs. C'est un goût personnel, c'est une façon de faire personnelle. Alors, OpenStruct, lui, la différence, c'est qu'on n'a pas besoin d'affecter les données, d'initialiser les données. On peut directement faire, par exemple, person.name, mais ça veut dire que il y a un aspect implicite. Ça veut dire on va pouvoir utiliser un accesseur, puisque c'est ce qu'on voit, hein, .name et .hash, ce sont des accesseurs sur l'objet personne du type OpenStruct, qui est généré dynamiquement. Et cette notion de génération dynamique, moi, me dérange, parce que elle rend la lisibilité du programme plus compliquée, parce qu'on ne connaît pas le prototype de la structure. Alors que quand on utilise struct de l'autre côté, on doit l'initialiser avec la liste précise des arguments, des accesseurs à créer. Et donc au moment où on crée l'objet du type personne, du type struct, il vient automatiquement créer les accesseurs en lecture-écriture nécessaires à la structure. Donc je n'aime pas OpenStruct à cause de son alors c'est évidemment plus flexible, mais c'est de mon point de vue moins lisible. Donc je n'utilise pas les OpenStruct et j'utilise rarement les structs. Donc la dernière structure de données complexe qu'on va regarder, c'est les ranges. Et les ranges, on a vu, hein, ça s'écrit la borne inférieure, point, point, la borne supérieure. Et puis, par exemple, 1.5 va représenter le nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Et par contre, effectivement, range exclusif exclut la dernière valeur. On peut faire 3 points. Et dans ces cas-là, c'est 1, 2, 3, 4. C'est très rarement utilisé, hein, la range exclusif. Donc une range, ça représente un intervalle entre deux valeurs. C'est un concept qui va être très très couramment utilisé, pas pour lui-même, mais dans des applications spécifiques. On va essayer de les regarder. Donc le contexte d'usage, on peut potentiellement s'en servir pour faire des itérations, pour définir une itération. On a plus l'habitude d'utiliser potentiellement, si ça commence par 1, on va plutôt utiliser la méthode times d'un integer, hein. 1.times qui va faire à peu près la même chose que ce qu'on a sur la première ligne. Mais potentiellement, on peut avoir des cas où la range ne commence pas à 1, elle commence à une valeur spécifique. Et dans ces cas-là, ça nous permet de faire une itération. Alors effectivement, il y a each, il y a step, hein. Avec un pas spécifique, on lui dit par exemple qu'on veut itérer la range de 1 à 10 de 2 à 2. Donc ça va itérer 1, 3, 5, 7, 9. Donc ça permet de faire des choses assez pratiques. Le test d'appartenance. Alors sur le if, c'est pas forcément là où c'est le plus courant, mais par contre là où c'est extrêmement utilisé, c'est quand on veut faire du contrôle d'intervalle avec la structure case. Et je vous ai dit, hein, les voir case, hein, qui est extrêmement puissant, on voit que potentiellement on peut faire une condition, et la condition peut être une range pour faire de la condition et de l'évaluation d'intervalle. La sélection dans les tableaux, par exemple, le mécanisme qu'on a vu, hein, pour sélectionner un slicing, par exemple, si j'ai un tableau avec 10, 20, 30, 40, 50, je veux les éléments de l'index 1 à l'index 3, donc il va me récupérer 20, 30, 40. Donc la sélection dans les collections, c'est là où on voit que ce qui est vraiment bien en Ruby, c'est qu'il n'y a pas d'artifice syntaxique. En fait, la syntaxe est extrêmement simple et concise, et finalement, dès qu'on a, et vous le verrez, hein, même sur des choses qui ont l'air un peu particulières, avec, avec les splats qu'on verra plus tard, avec des petits sucres syntaxiques qu'on peut trouver dans le langage, ces sucres syntaxiques vont être explicables presque comme des opérations, des opérateurs ou des méthodes des éléments techniques du langage qui ne sont pas du domaine de l'explication syntaxique pure. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Ruby. La génération de séquences. Alors, ce qui est pratique, c'est de se dire, effectivement, quand on la manipule en tant que séquence, il y a des choses qu'on ne pourra pas forcément faire. Par exemple, aller modifier les valeurs derrière. Il va falloir, à un moment, faire en sorte que cette séquence soit ce qu'on appelle explosée sur une liste, potentiellement. Que la séquence génère une liste.
Et ben la méthode, c'est une méthode du type transtypage, du type casting. Donc là, bah, on l'a vu, hein, c'est to underscore quelque chose, et pas par exemple pour dire qu'une range va être explosée sous forme de liste, on va faire un to array. Donc point to a qui va donc d'une range fournir une liste qui correspond à la mise en œuvre, sur lequel on va potentiellement directement pouvoir utiliser un itérateur du type .each ou .max. On pourrait très bien faire entre parenthèses a to range de a. Alors oui, on a vu les ranges peuvent effectivement être des ranges et de la construction séquentielle sur autre chose que des integers, hein. Et donc par exemple, bah là to a, on pourrait très bien faire .to a, .each. En Ruby, on va pouvoir stacker les méthodes. Et on stack les méthodes en fonction du type renvoyé par la méthode précédente. Donc .méthode, bah, ça ne marche que si la méthode existe sur le type qui est renvoyé par la méthode précédente. Donc on va rester ici, et puis justement on va aller dans la prochaine vidéo parler des méthodes en Ruby, et des méthodes et des blocs. Et là ça va nous occuper un bon moment, il y aura 2 vidéos pour parler des méthodes, parce que la méthode, la façon de définir et d'utiliser les méthodes en Ruby est extrêmement puissante, mais elle nécessite un peu d'explication. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.